Nous savons maintenant que les eaux usées acéricoles proviennent des étapes de lavage et d'assainissement des différents équipements de production du sirop d'érable. Nous savons aussi que ces rejets causent problème à cause de la présence de produits chimiques à l'intérieur qui devraient être neutralisés avant leur rejet à l'environnement. C'est ici que le concept de réduction à la source devient intéressant. L'extrait vidéo suivant, présenté par le biologiste et acériculteur Stéphane Gay, permet de mieux comprendre le principe de la réduction à la source et ses avantages environnementaux et économiques. Quand on parle de faire la réduction à la source, ça veut dire éviter d'utiliser le produit chimique le plus possible. En fait, dépendant de l'équipement qu'on a, lequel on utilise, c'est qu'on va essayer plutôt de rincer les équipements le plus souvent possible pour retarder le moment où la contamination ou l'accumulation de pierres de sucre soit hors contrôle. Puis ça fonctionne en fait. C'est qu'on sait que ça fonctionne, c'est ça qui est merveilleux. Mais nous, on rince, puis l'idée, c'est d'utiliser le moins de produits chimiques possible. Nous, on le fait de façon consciencieuse, ça veut dire qu'on pèse tous les produits qu'on prend pour voir est-ce qu'on réussit vraiment à les réduire. En adoptant des méthodes qui réduisent la quantité de produits chimiques qu'on a besoin, bien, premièrement, on les achète pas. Donc, économiquement, ça vaut la peine. Il y a certains produits qui sont extrêmement dispendieux, donc on est tout de suite les premiers gagnants. Deuxièmement aussi, c'est que certains de ces produits-là ont un risque soit pour la santé, soit aussi pour nos mains, si on les manipule trop souvent. Ils ont tous des fiches signalétiques qu'on doit observer. Donc, moins on va les manipuler, moins on a de chance d'avoir ces accidents-là. Puis, pour l'environnement, ben, c'est sûr que c'est positif, même si on n'a pas nécessairement d'études sur les méfaits de ces produits-là à proximité des érablières. On se doute bien qu'à la longue, c'est sûr qu'il y a des impacts quand on envoie un produit chimique à l'environnement. Comment faire pour intégrer les notions de réduction à la source dans nos activités de production du sirop d'érable? Pour y arriver, il faut commencer par mettre en place certaines bonnes pratiques générales. En premier, il faut réduire au maximum l'utilisation de produits chimiques. Le mot d'ordre à retenir est rinçage, rinçage et rinçage. Attention de toujours vous assurer que l'eau utilisée est potable et de bonne qualité. La chance qu'on a en acériculture, c'est qu'on utilise un équipement qui s'appelle l'osmose inversée et on produit des volumes de filtrat, qui est de l'eau presque pure, qui est l'idéal pour faire du rinçage d'équipement. Ce filtre-là, il est très bon pour rincer, mais il est encore meilleur s'il est à une température un petit peu plus haute, autour de 40 degrés Celsius. Ça va rincer beaucoup plus facilement, peu importe l'équipement que ça va être. Puis, l'utilisation du filtrat au rinçage, c'est pour limiter en fait, l'accumulation de ce qu'on veut enlever. Mais ce qui est important, c'est de le faire même avant de voir quelque chose. Plus on va le faire préventif, plus il va être efficace notre rinçage. Pas obligé d'attendre de voir des levures se développer dans vos équipements pour rincer. Vous rincez de base, même si on ne voit rien, c'est sûr que ça a un impact positif. Pour obtenir du filtre à chaud, plusieurs équipements peuvent être mis en place, dont des chauffe-eau, des échangeurs à plaques ou des systèmes intégrés à nos évaporateurs. Pour avoir du filtre chaud, c'est pas compliqué. On n'est pas obligé d'investir des sommes immenses. Premièrement, on peut avoir un chauffe-eau qui soit un chauffe-eau standard ou instantané, autrement dit, c'est un chauffe-eau qui produit de l'eau chaude à la demande. Autre chose, c'est qu'on peut tout simplement mettre un petit élément chauffant dans un petit réservoir, puis ça va nous maintenir de l'eau chaude. Puis, dépendant de la grosseur du réservoir qu'on a, bien, on met un ou deux éléments pour maintenir cette eau-là à une température qui convient pour un bon rinçage. Lorsque nous en sommes rendus à utiliser les produits chimiques pour faire un lavage ou un assainissement plus complet, il faut commencer par choisir le bon produit chimique. Maintenant, on est arrivé au bout de notre rinçage. On a beau rincer, là, on n'a pas le choix. Notre équipement a besoin qu'on lui procure les soins par un produit. Bien, la sélection des produits qu'on va prendre, premièrement, c'est certain qu'il faut qu'il soit adapté à ce qu'on veut faire. Par exemple, si c'est un réservoir en acier inoxydable, bien, c'est important que le produit qu'on va prendre ne va pas venir attaquer l'acier inoxydable. Si c'est nos membranes, bien, il faut que le savon soit adapté pour ne pas briser notre membrane. Autrement dit, c'est important de savoir, qu'est-ce qu'on veut nettoyer, puis
trouver le produit qui ne va pas briser l'équipement. Ensuite de ça, l'autre préoccupation, c'est nous. On pourrait choisir un produit qui est moins dommageable pour la manipulation. On peut aussi en choisir qui sont moins dommageables pour l'environnement. C'est des choses qu'on peut trouver dans les fiches signalétiques, qu'on peut trouver dans les fiches des produits. On peut les trouver aussi, il y a de l'information qui circule sur les différents réseaux de partage d'informations. Ensuite de ça, le produit qu'on va choisir, faut savoir si je peux prendre un produit qui n'a pas besoin d'être neutralisé à la fin, c'est aussi un plus. Donc, dans l'ordre, nous ici, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve un produit qui n'est pas dommageable pour ce qu'on veut nettoyer. On trouve un produit qui a le moins d'impact sur l'environnement, sur la santé. Et si on n'a pas besoin de le neutraliser, c'est tant mieux. Sinon, on trouve la procédure pour le neutraliser avant de l'envoyer à l'environnement. Après avoir choisi notre produit chimique, on doit s'informer et respecter les procédures d'utilisation et les dosages et concentrations recommandées par le fournisseur. Dans les bonnes pratiques pour le nettoyage, c'est d'appliquer les recommandations de celui qui a fabriqué le produit. C'est de ne pas en mettre trop. Quand on en met trop, parfois on peut soit briser les équipements, on n'améliore pas non plus son efficacité et on pourrait avoir besoin de plus de produits pour le neutraliser. Donc, on a un désavantage à en mettre trop. Si on n'en met pas assez, ça se pourrait que notre action de nettoyage soit insuffisante puis qu'on soit obligé de la répéter plus souvent, ce qui ne serait pas adéquat parce qu'on prendrait à la fin plus de produits. On en prendrait moins à la fois, mais plus souvent, puis ça nous en donnerait plus au total. Donc, on est perdant là aussi. Donc, on suit le plus possible les recommandations du manufacturier, puis on s'adapte aussi à notre façon de faire à l'intérieur de ça. L'eau potable ou le filtrat utilisé pour faire la solution d'entretien, comme votre savon ou votre acide, doit être propre et sans particules en suspension. Un produit de nettoyage, la plupart du temps, on doit le diluer dans quelque chose, souvent, et c'est de l'eau. Et cette eau-là, elle doit être d'aussi bonne qualité que notre produit. En fait, c'est aussi important que le produit qu'on met. Si l'eau n'est pas de bonne qualité, soit que notre produit ne sera pas efficace à 100%, soit qu'on peut laisser des dépôts de calcaire qu'on n'avait pas au départ. C'est pour ça que l'eau de qualité, souvent, c'est le filtrat. Puis, c'est important d'avoir un filtrat de qualité aussi. Il ne faut pas laisser notre filtrat se détériorer. Donc, on utilise toujours le filtrat le plus frais possible. Puis, on essaie de ne pas le garder sur des trop longues durée de temps pour qu'il soit le plus performant pour le nettoyage par la suite. Enfin, vous devriez voir si vos équipements ou vos procédures peuvent être améliorées afin de réduire les volumes d'eau à gérer. Comme on est souvent aux prises avec une quantité de filtrat qui est limitée, donc on doit améliorer nos procédures. L'ensemble de nos procédures sont faciles à améliorer pour utiliser le moins d'eau possible, tout en n'étant pas non plus trop regardant, là. En fait, si on draine l'équipement pour commencer, on comprend que ça va prendre moins d'eau le rincer. Donc, peu importe l'équipement qu'on va avoir, s'il est drainé au départ, si la solution qu'on veut drainer a besoin à ce moment-là d'être équilibrée pour le pH, on le fait à ce moment-là. Mais le rinçage va être beaucoup plus efficace si l'équipement a été drainé au préalable, ça va prendre beaucoup moins d'eau. Parmi les systèmes qui peuvent nous aider à réduire la quantité de filtrat qu'on a besoin pour les rinçages, en fait, c'est la recirculation. La recirculation du filtrat va nous aider à déloger dans une première étape, puis après ça, on peut faire un rinçage final. Puis ça, c'est vrai pour plusieurs équipements. On peut tourner en boucle dans un réservoir, on peut tourner en boucle dans un évaporateur, on peut tourner en boucle à l'intérieur d'un système de filtration membranaire. On tourne en boucle, on tourne en boucle. Une fois qu'on a tourné en boucle avec de l'eau tiède pendant plusieurs minutes, à ce moment-là, on peut faire quelques rinçages successifs, mais ça va avoir été beaucoup plus efficace le fait de venir rincer plus en profondeur avec un premier jet. Il y a une autre préoccupation qu'on ne pense pas des fois pour l'environnement, c'est le choc thermique que peut avoir notre jet dans un ruisseau qui n'est pas gros. En fait, on pourrait spontanément monter la température du ruisseau au point de tuer à peu près tout ce qu'il y avait de vivant dans les pourtours. C'est un peu vrai, c'est extrêmement vrai pour l'évaporateur. Si je rejette mon eau de lavage dans mon évaporateur pendant qu'elle est à 90 degrés Celsius, on comprend bien que
au niveau du rejet, la température va monter à un point où la vie pourrait être détruite. Donc, on laisse tempérer si l'eau est trop chaude à des températures que l'environnement peut accepter sans avoir d'inconvénients. Nous aborderons maintenant quelques bonnes pratiques à mettre en place pour différents éléments du système de récolte. Ces bonnes pratiques permettront d'optimiser les produits chimiques à utiliser et à réduire les risques de contamination de tout genre du système. En règle générale, il faut se souvenir qu'un dimensionnement adéquat permet d'améliorer la performance du système de récolte, mais a aussi un impact sur l'assainissement. Le surdimensionnement des équipements peut contribuer à augmenter les volumes de rejet en eau usée acéricole. Au niveau du réseau de tubulure, assurez-vous que les collecteurs soient bien dimensionnés et que leur surface exposée aux rayons solaires est minimisée. De plus, la mise au niveau du réseau de tubulure pourra permettre de limiter la sève stagnante et la contamination qui s'y déroule. Si on pense à la tubulure spécifiquement, si on veut réussir un assainissement, que ce soit à l'alcool isopropylique 70 ou certains autres produits, c'est important de savoir que plus on va le faire tôt en saison, moins les micro-organismes auront eu la chance de se développer parce que quand on désentaille à 20 degrés Celsius, vous pouvez vous imaginer que c'est extrêmement rapide la contamination dans ce niveau de température-là. Donc, on désentaille et on assainit le plus rapidement possible à la fin de saison pour s'assurer d'avoir un meilleur résultat. De plus, en début de saison, drainez le système et rejetez les premières coulées de sève pour bien rincer le réseau. Pour les extracteurs, il faut que la cuve de réception soit bien dimensionnée selon le nombre d'entailles et le rendement potentiel de l'érablière. Quand on arrive à s'installer de façon assez confortable dans nos stations de pompage, le rinçage régulier des extracteurs est quelque chose qui améliore rapidement la qualité de ce qu'on reçoit pour faire du sirop, parce que c'est un milieu qui se contamine facilement. Puis, on en a facilement accès, donc c'est facile pour nous de venir faire un rinçage régulier. Rinçage à l'eau chaude, c'est l'idéal, bien sûr, puis on le fait bien avant qu'on voit quelque chose. Ça veut dire qu'on peut-être que jamais on sera extrêmement contaminé au point où on aurait besoin de l'assainir. Mais si jamais on a des périodes sans coulée qui s'annoncent, bien, c'est pas mauvais non plus d'assainir et rincer ces équipements-là parce qu'on les repart à zéro, donc on diminue notre contamination globale. En fin de saison, assurez-vous de faire le nettoyage et l'assainissement le plus tôt possible. Au niveau des réservoirs utilisés pour l'entreposage de la sève, du concentré et du filtrat, tout comme les extracteurs, il faut privilégier les rinçages au filtrage chaud régulier. Idéalement, les réservoirs devraient être rincés chaque fois qu'ils sont vidés pour éviter l'accumulation de dépôts difficiles à déloger en surface. Le remplacement peut aussi avoir un impact sur les risques de contamination des réservoirs. Choisir un endroit frais et propre où il y a peu de déplacement. S'assurer de couvrir les bassins avec un couvercle en plastique blanc ou en acier inoxydable permettra de limiter la contamination. Pour ce qui est de l'usage des silos, là, c'est complètement différent pour un silo parce qu'on a besoin, pour faciliter l'usage d'un silo, d'avoir une boule de rinçage. Cette boule de rinçage-là fonctionne haute pression. C'est important de pouvoir l'installer avec une loupe de recirculation parce que de faire recirculer, ça nous permet de créer de la turbulence, d'enlever le plus possible de matériel sur les parois. Puis, à la fin, on finit avec un rinçage final. On fait ça, nous, chez nous, à chaque usage. À chaque fois que le silo est vide, on le rince. Une fois de temps en temps, on fait un assainissement quand on sait qu'on va avoir plusieurs jours puis qu'on va avoir le temps, on fait un assainissement. Cet assainissement-là est suivi d'un rinçage important. Et on arrive toujours à conserver une qualité de surface à l'intérieur des silos qui est adéquate. C'est pareil pour nos réservoirs de filtrat, même si c'est de l'eau pure, entre guillemets, ils peuvent arriver, nos réservoirs, à un peu se gâter. Donc, notre filtrat aussi, quand un réservoir est vide, on a tendance à essayer d'aller le frotter, nous, pour s'assurer qu'on ne va pas avoir des choses qui vont se loger dedans. Le concentrateur d'érable est l'équipement qui produit le plus grand volume de rejet. Il n'est donc pas à négliger lors de la mise en place de procédures pour permettre la réduction à la source. Réaliser des tests de perméabilité à l'eau pure, PEP, fréquemment, puisque c'est celui-ci qui vous indiquera la nécessité de déclencher un lavage au savon. Le concentrateur, si on n'effectue pas de test de perméabilité à l'eau pure après chaque fois qu'on l'a utilisé, bien,
on pourrait faire l'usage de produits chimiques trop souvent. Il est recommandé, en fait, que si tu as retrouvé 85 % d'efficacité par rapport à la première journée de ta saison, que ce n'est pas utile nécessairement de faire tout de suite un entretien chimique de ta membrane. Alors, c'est sûr que en faisant le PEP test régulièrement, on va nécessairement utiliser moins de produits chimiques. Par contre, pour réussir à faire ça, ça veut dire qu'il faut faire des rinçages à l'eau tiède très régulièrement. Ça veut dire aussi qu'on a même le droit d'arrêter avant même qu'on envisage des problèmes pour rincer, puis de repartir. Puis ça va vous aider, mais vraiment beaucoup, durant la saison, à faire le moins de nettoyage chimique de votre membrane. C'est super important de dire que si votre objectif, c'est de sauver des sous par rapport à l'usage de ces produits-là qui sont dispendieux, eh bien, vous sauvez l'environnement en même temps. Fait que on fait une pierre deux coups. Vous sauvez de l'argent, vous sauvez l'environnement. Donc ça, pour moi, c'est toujours positif. Drainer l'équipement avant chaque étape de rinçage ou de lavage permettra également de réduire les eaux de lavage acéricoles. Lors des lavages acides, priorisez l'utilisation d'acide citrique qui est moins nocif pour l'environnement. Après chaque lavage, acide ou basique, il est important de faire une séquence de rinçage avec du filtrage chaud et froid. Évidemment, on l'a dit, si on a utilisé un produit chimique, ça veut dire que nécessairement, on a soit une base ou un acide. Si on a pris de l'acide, on a pris de l'acide citrique parce que son dommage à l'environnement est plus faible. Dans les deux cas, si on a pris un acide ou une base, bien, on ne peut pas l'envoyer à l'environnement comme ça parce que ça aurait un impact. Donc, on doit le neutraliser. Et cette fois-là, on fait notre procédure de neutralisation. Tout de suite après ça, on procède au rinçage, au filtre chaud. C'est la seule chose qui va donner un résultat. Une fois qu'on a fini notre rinçage au filtre chaud, c'est aussi important de faire un rinçage au filtre froid pour tempérer nos membranes, pour s'assurer qu'on va avoir fait le maximum pour repartir avec des membranes le plus efficaces possible à notre prochain usage. La mise en place régulière des bonnes fréquences de rinçage au filtrat, chaud et froid, permet de maintenir les performances de l'équipement et de diminuer les fréquences de lavage avec les produits chimiques. Nous, ça fait 2 ans maintenant qu'on opère à Aubrix. Et puis, dans notre mode opératoire où on rince régulièrement, ça fait 2 années de suite qu'on utilise une fois dans la saison un nettoyage chimique. Au niveau de l'évaporateur, les bonnes pratiques de réduction à la source concernent tout d'abord son ajustement et son opération afin de réduire la pierre de sucre. Des rinçages quotidiens avec du filtrat peuvent permettre de contrôler celle-ci avant de déclencher un nettoyage acide. On va commencer par parler par toutes les façons qu'on pourrait avoir pour limiter l'implantation de la pierre de sucre. La première chose, eh bien, c'est de bien ajuster notre évaporateur. S'il y a des points chauds à l'intérieur, vous allez le voir tout de suite, vis-à-vis un point chaud, la pierre de sucre se forme très rapidement. C'est normal, ça se forme avec la chaleur. Donc, l'endroit le plus chaud va être l'endroit où la pierre de sucre va se développer en premier. Deuxième chose, on sait aussi que si on évapore avec des niveaux un petit peu plus épais, il y a moins de formation de pierre de sucre. Donc, monter le niveau dans l'évaporateur va aider à limiter l'installation de la pierre de sucre. L'autre chose, depuis quelques années, on a les inverseurs de coulée qui nous permettent de commencer notre cycle d'évaporation avec des coulées à l'avant. On peut passer au milieu, puis revenir en arrière et y aller comme ça. C'est certain qu'à ce moment-là, l'endroit le plus chaud change de place. Donc, la pierre de sucre se distribue plus également à l'intérieur de l'évaporateur et on peut durer vraiment plus longtemps sans être obligé de venir faire notre nettoyage. Toutes les lave-pannes, ça fonctionne. Lave-panne, c'est des gicleurs qu'on vient installer dans l'évaporateur. Tout ça, la circulation de filtrat à l'intérieur d'un évaporateur, un filtre chaud bien sûr, bien, tout ça va fonctionner pour venir enlever la pierre de sucre une fois qu'elle s'est installée. Faire circuler de l'eau. On sait, anciennement, les gens mettaient ça dans un ruisseau, puis effectivement, ça finissait par s'en aller. C'est très long à l'eau froide, on va le dire. Donc, oui, ça peut fonctionner juste faire circuler de l'eau, mais il faut la faire circuler longtemps. Maintenant, une fois que j'arrive au bout de mes solutions, parce que je ne suis plus capable de la contenir, bien,
le produit sur le marché qui a le moins d'impact, c'est l'acide acétique. L'acide acétique peut être utilisé en acériculture. C'est certain qu'avec les précautions qui viennent avec. Dans le cas de l'acide acétique, on sait parce qu'il y a eu des tests qui ont été faits qu'il montre une efficacité quand on l'utilise entre 4 et 5 % en termes de concentration. Il faut le faire bouillir pendant un certain temps. Ça veut dire qu'il faut bien ventiler la cabane à sucre. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de danger pour personne. C'est efficace. Une fois qu'on a terminé, normalement, encore une fois, on devrait équilibrer son pH avant de le rejeter à l'environnement et on devrait aussi attendre que sa température diminue pour le rejeter à l'environnement. Maintenant, si on pense à toute la tuyauterie qu'on a utilisée à l'intérieur de notre opération, bien, dans l'ensemble de cette tuyauterie-là, on passe de partout jusqu'à la boîte de flotte et tout ça, chez nous, on le fait un rinçage à chaque usage au filtrat et au besoin, quand ça se présente, on va faire aussi un assainissement et un rinçage. Lorsque les pratiques de réduction à la source ne suffisent plus pour contrôler la perte de sucre, il faut alors procéder à un lavage avec un produit approprié. L'utilisation d'acide acétique 56 %, dilué à 4,5 est le produit à privilégier puisqu'il est moins nocif pour l'environnement. Tout comme les évaporateurs traditionnels, le contrôle de la perte de sucre dans les évaporateurs électriques peut être réalisé en intégrant les bonnes séquences de rinçage au filtrat. L'évaporateur se lave à tous les soirs. On passe 5 à 6 000 gallons d'eau dedans. On fait le lavage des coils à l'extérieur avec une laveuse à pression de 5 000 livres. Pendant qu'on lave à l'extérieur, il y a un autre qui lave l'intérieur de la bouilleuse avec une autre laveuse à pression de 3 000 livres. Puis une fois qu'on a terminé tout ça, on referme la bouilleuse avec les coils. On la remet en mode lavage de 3 à 4 heures pour s'assurer qu'on a enlevé toutes les impuretés qu'il peut y avoir resté. Le fait de faire ça, puis l'autre affaire, le fait de la laver à tous les soirs, une fois qu'on a fini de faire du sirop, de la passer au filtrat, ça nous permet d'éviter de mettre des produits chimiques à l'intérieur. Ça vient beaucoup faire un nettoyage beaucoup plus adéquat. Le nettoyage des accessoires de filtration et de calibration du sirop d'érable peut également être réalisé avec du filtrage chaud, permettant de réduire la quantité de produits utilisés. Juste au cas où certaines personnes utiliseraient des produits ailleurs dans le procédé, c'est-à-dire au niveau des sirotiers, au niveau des presses, en fait, vous n'en avez pas besoin. Le filtre chaud fait amplement le travail à ces endroits-là. Donc, nous, on n'en utilise aucun produit, puis ça devrait être de même dans l'ensemble des cabanes à sucre. Donc, filtre chaud, on rince tout à chaud, puis ça va faire le travail. Le système de calibration du sirop d'érable ainsi que le filtre presse peuvent être nettoyés efficacement avec du filtrat sans utiliser de produits chimiques. Ça fait le soir qu'on a terminé, afin de toujours éviter de prendre des produits chimiques dans toutes ces cuves de calibration de sirop-là. On les vide, on les passe à l'eau chaude. Le calibreur fonctionne 2 à 3 heures à tous les soirs avec de l'eau chaude pour s'assurer d'enlever encore toutes les impuretés dans les réservoirs et pour le système de calibration qui s'est lavé. Ceci, ça nous permet encore une fois, à long terme, de ne pas utiliser des produits chimiques. Plus que tu passes d'eau longtemps pendant la soirée, plus que on garde nos équipements propres. Nous avons ici des presses à sirop. Ça fait quand que les presses sont colmatées, qu'on doit procéder à un lavage, ça fait le soir, à la fin de la journée, on envoie de l'eau à l'intérieur, sous pression, à travers des plaques et les filtreurs, pour enlever le sucre qui est à l'intérieur. Ça va l'envoyer dans l'eau d'érable, ça s'en va dans un réservoir d'eau d'érable. Puis, à long terme, on a un Atago qui contrôle le Brix qu'il y a à l'intérieur de la presse. Quand le Brix est rendu en bas de 1 Brix, ça fait là, ça s'arrête. Ça peut durer 3 à 4 heures, le dessucrage. Puis là, le lendemain, on démonte la presse, on met la rauche dans un bac, on prend après ça toutes les plaques, on les lave toutes à l'eau, soit à la laveuse à pression ou à l'eau du robinet, puis on fait tout le grand nettoyage de la presse pour pouvoir la remonter par la suite. Pour ceux qui trouvaient ça lourd un peu, parce qu'on a toujours l'impression en tant qu'acériculteur qu'on nous demande toujours de mettre la main dans notre poche, bien, vous pouvez vérifier auprès des conseillers régionaux. Parfois, il y a des programmes de subvention qui peuvent vous aider à faire l'acquisition d'équipements pour les réductions à la source.